À la une, cérémonie de prestation de serment du président pour son second mandat. Alassane Ouattara a été investi par le Conseil constitutionnel qui a validé hier les résultats de la commission électorale indépendante. 125 milliards de francs CFA pour améliorer le secteur routier. La Côte d'Ivoire bénéficie du deuxième contrat de désendettement et de développement qui vient appuyer l'amélioration de son secteur routier. Le procès en appel d'Oscar Pistorius s'est ouvert ce mardi en Afrique du Sud. Placé en résidence surveillée après seulement 1 an de prison, il risque cette fois une peine de 15 ans. Bienvenue dans le 13h, merci d'être avec nous sur RTI 1. Je suis heureux car notre pays a remporté une grande victoire. Ce sont les mots du tout nouvellement investi président de la République de Côte d'Ivoire. Il a prêté serment ce matin. Alassane Ouattara, le président ivoirien, réélu avec plus de 83% des voix, a été investi ce mardi 3 novembre au palais présidentiel d'Abidjan par le président du Conseil constitutionnel. La grande chancelière l'a fait chef souverain et grand maître des ordres avant de lui remettre les attributs dus à ses fonctions. Le président Alassane Ouattara est revenu sur les actions fortes de son premier mandat, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'emploi et de la réconciliation nationale. Il a annoncé le renforcement du processus de réconciliation et la révision de la Constitution. Il a dit s'engager à améliorer les conditions de vie des populations à travers un meilleur partage des fruits de la croissance, à créer plus d'emplois pour les jeunes et à améliorer la représentativité des femmes. Je vous propose maintenant d'écouter la prestation de serment du président. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Le Conseil constitutionnel vous donne acte du serment que vous venez de prêter et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions de président de la République. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, et le président béninois Yahi Boni, président de l'UEMOA, ont fait le déplacement pour assister à cette audience de prestation de serment. Ils sont venus apporter leur soutien au président Alassane Ouattara pour ce second mandat qu'il entame. Le deuxième contrat de désendettement et de développement prévoit 125 milliards de francs CFA d'appui pour améliorer le secteur routier ivoirien. Cette somme va servir à restaurer les infrastructures existantes et à poursuivre la modernisation du réseau routier. Lancine Bakayoko et Adama Kone. Les principaux projets financés par ce programme portent sur la réhabilitation de la route à Bouaké-Ferkessé-Dougou d'un coût de 59 milliards de francs CFA, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny pour un montant de 26,24 milliards de francs CFA, la construction du pont de Bétier d'un coût de 6,89 milliards de francs CFA. Le deuxième contrat de désendettement-développement, ce de D, c'est aussi la réalisation de 14 ponts métalliques sur des axes ruraux, la réhabilitation de 400 km de routes interurbaines revêtues. À cela s'ajoute l'amélioration des conditions de circulation routière de la ville d'Abidjan, les appuis institutionnels et les études et autres imprévus. C'est au total 125 milliards de francs CFA qui seront mis à la disposition de la Côte d'Ivoire, un appui fortement apprécié par le gouvernement ivoirien. La réalisation de tous ces projets devrait fortement contribuer à rétablir un niveau de service minimum sur certains grands axes stratégiques, favoriser les échanges avec les pays limitrophes, réduire les temps et les coûts de transport des marchandises et des populations, désenclaver plusieurs régions, des zones rurales, des quartiers urbains, améliorer la fluidité et la sécurité routière dans la ville d'Abidjan.
Après avoir félicité la maturité démocratique du peuple ivoirien et les progrès économiques réalisés par le gouvernement, l'ambassadeur de France, Georges Serre, signataire du document, a réitéré l'engagement de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Notre coopération ne doit pas s'arrêter avec le C2D. Le C2D aura été une phase historique, très forte, parce qu'elle aura permis d'accompagner les efforts de redressement du pays, de consolidation du pays. Et après, on aura des projets, évidemment, un peu plus comme d'habitude, dans un pays tout à fait normal avec une forte croissance. Le CDD est un volet spécifique de l'annulation de la dette extérieure vis-à-vis de la France, des créances d'aide publique au développement, APD, à travers un refinancement par don des échéances de la dette remboursée par la Côte d'Ivoire. Nouvelle baisse du prix de l'essence super à la pompe de 650 francs CFA. Le litre est passé depuis le 1er novembre à 620 francs. Il enregistre donc une baisse de 30 francs. Adama Koné. Les usagers de la route peuvent davantage appuyer sur la pédale. Les affiches ont encore changé dans les stations d'essence. De 650 à 620 francs CFA le litre, le super chute de 30 francs CFA, soit une baisse de 4,61%. De quoi donner du sourire aux automobilistes. Nous, les consommateurs, ça nous fait plaisir. Lorsque l'essence diminue comme ça, le portefeuille reste gonflé. C'est une bonne nouvelle pour nous, les consommateurs. On peut circuler maintenant librement, sans problème, sans penser à sa poche, parce qu'on sait que le prix a diminué. Si on peut abaisser le carburant fond même là, vraiment, on aura beaucoup de clients. Nous, les chauffeurs, ça va nous arranger beaucoup. De toute façon, diminuer le prix, moi, sincèrement, ça me plaît. Là, comme ça, on peut diminuer le prix de les passagers aussi. Là, comme ça, on peut se déplacer fort. Oui, j'utilise le super. Bon, c'est tant mieux, ça diminue. Hein. De toutes les façons, comme j'ai l'habitude de tourner beaucoup en véhicule et tout, c'est bon pour le budget. Et puis bon, on espère que ça va diminuer encore. Pour le gasoil, le niveau du compteur reste statique. Le litre demeure à 570 francs CFA après avoir subi 2 baisses de 35 et de 10 francs CFA entre août et octobre. Le super est à sa 3e baisse consécutive depuis le mois d'août, passant successivement de 715 à 680, 650 puis 620 francs CFA sur mois. Les ajustements sont la conséquence de l'application du mécanisme automatique de fixation des prix à la pompe, un mécanisme lié au prix du pétrole sur le marché international, au fret et au cours du dollar. Pour ce mois de novembre, c'est à près de 3 milliards de francs CFA que l'État renonce en faveur de la population. En Belgique, les brasseurs artisanaux ont le vent en poupe. Leurs produits sont de plus en plus prisés par les consommateurs de bière. Ils arrivent même à tenir tête aux grandes industries. Reportage. On l'aime blanche, blonde, brune ou ambrée, mais surtout artisanale. À Bruxelles, au moment de la dégustation, les brasseries locales ont la cote. J'aime beaucoup la bière artisanale. Pourquoi ? Tout d'abord pour son goût, ensuite pour l'histoire qu'il y a derrière. Une soif d'authenticité de plus en plus visible chez les consommateurs. Ce brasseur bruxellois en est le parfait exemple. Il y a une dizaine d'années, il brassait sa propre bière dans des squats. À présent, il en vend plus de 6000 hectolitres par an. Les consommateurs aujourd'hui se tournent de plus en plus vers du manger, du boire, du consommer local. C'est une tendance qui existe au niveau européen, c'est une tendance qu'on remarque aussi aux États-Unis. Et ce n'est pas simplement une mode, c'est quelque chose, c'est un courant dans lequel on est actuellement. Et cet engouement se vérifie en chiffres. Selon la Fédération des brasseurs belges, au début du XXe siècle, en Belgique, il y avait environ une brasserie par village, soit plus de 3000. Ce chiffre est descendu à 120 il y a moins de 10 ans, pour remonter à 168 brasseries aujourd'hui. À l'heure des mariages entre grands groupes, quand la société belgo-brésilienne AB InBev veut racheter le britannico-sud-africain Sab Miller, les brasseries artisanales font de la résistance et ne s'inquiètent pas pour leur avenir. Je pense même que les petites brasseries artisanales ne se font pas de concurrence entre elles, mais ensemble, elles grignotent actuellement des parts de marché aux grands groupes. C'est une tendance lourde, c'est une tendance qu'on a vue aux États-Unis et c'est une tendance qui existe déjà chez nous. C'est la marche en avant de l'artisanat contre les bières industrielles. Paradoxalement, cette multiplication des brasseries artisanales et microbrasseries ne s'est pas traduite par une hausse de la consommation.
Il y a une évolution du consommateur dans son comportement. On voit qu'il y a moins de consommation de bière, mais je crois qu'on consomme mieux, différemment. Une recherche de l'authenticité, du produit du terroir, des bières avec des saveurs peut-être plus complexes, des bières plus spéciales. Si les Belges boivent de manière plus responsable, les maîtres brasseurs, eux, continuent d'innover sans modération. La bière belge a encore de beaux jours devant elle. La mairie de Yamoussoukro offre 3 bâtiments de 6 salles de classe à ses administrés. L'ouvrage a coûté 50 millions de nos francs. Il va permettre à de nombreux enfants d'avoir accès à l'école sans parcourir de longues distances. Christelle Onda et Grace Kando. La santé et l'éducation au cœur de la politique sociale du maire de Yamoussoukro. Dernier acte en date, le renforcement en salle de classe de l'école du quartier Ngussi. Les populations viennent ainsi de bénéficier de 6 classes réparties en 3 bâtiments de 2 classes et un bureau pour chaque niveau. Coût total, 50 millions de francs CFA. Réceptionnant les clés, Abdoulaye Diako, directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, a salué cette initiative. Il a promis en faire bon usage. Construit en 2010 pour une capacité d'accueil de 339 élèves, l'EPP Uzwesi de Yamoussoukro comptait au départ seulement 2 classes et un bureau. Compassion du Christ, une organisation non gouvernementale chrétienne, a offert des vivres et du matériel de première nécessité à des veuves et orphelins. C'est dans le cadre de la caravane sociale entreprise par cette ONG depuis déjà quelques mois. Paris se reconnaît. Des vivres pour des familles démunies de Yopougon. Ce geste est l'œuvre de l'organisation non gouvernementale La Compassion du Christ. Cette ONG œuvre pour le bien-être des veuves et des orphelins. Ici, à l'église Sema de Yopougon, l'ONG La Compassion du Christ, en plus des vivres, a offert un lot de matériel de travail aux familles bénéficiaires. L'objectif étant de leur permettre de créer des activités génératrices de revenus afin de se prendre en charge. Même élan de solidarité au quartier Coco de Bouaké. À Bouaké, l'ONG La Compassion du Christ a redonné du sourire et de l'espoir à des dizaines de familles à travers un concert gratuit de chantres chrétiens. Restons à Bouaké où, comme partout ailleurs, les chrétiens catholiques ont célébré la Toussaint. Recueillement et dépôt de gerbes de fleurs au cimetière. Le maire de la ville a par ailleurs annoncé la fermeture prochaine du cimetière actuel qui est en train d'atteindre ses limites. Kader Sagodego. Le lendemain de la fête de la Toussaint 2 novembre est consacré par l'Église catholique aux morts. La tradition requiert l'entretien, le dépôt de gerbes de fleurs et le recueillement sur les tombes. Les populations de Bouaké n'ont pas failli à la tradition. Pour la circonstance, le conseil municipal a mis le bouchées double pour donner un éclat particulier à cet endroit où tous sont appelés à reposer à jamais. Ce qui a été convenu, c'est que le cimetière de Bouaké soit un cimetière qui soit aussi propre que celui de Willemsil. Avoir des allées qui sont bien délimités, avoir des espaces qui ne sont pas remplis d'herbes. C'est ce que nous voulons faire à Bouaké. Ouvert en 1972 avec une superficie de 14 hectares, le cimetière municipal de Bouaké a aujourd'hui atteint sa capacité d'accueil. Pour le premier magistrat de la commune de Bouaké, ce cimetière sera définitivement fermé et les démarches sont en cours pour trouver un nouveau site. Le cimetière de France a commencé à atteindre ses limites. Il faut que nous trouvions un nouveau cimetière pour les 2 ou 3 années à venir. Dans 2 ou 3 ans, Bouaké sera obligé de trouver un autre site parce que nous sommes pas loin des limites des cimetières actuels. En attendant un nouveau cimetière municipal, la mairie va mettre un point d'honneur sur l'entretien pour que le repos éternel se fasse dans un endroit sain et plus coquet. Plus de 5000 soldats d'une douzaine de pays africains sont en plein exercice dans le désert sud-africain. Il s'agit de la Force africaine en attente FAA, la vision des solutions africaines pour des problèmes africains. Gabriel Zani. Ils sont plus de 5000 soldats issus d'une douzaine de pays africains qui prennent part à l'exercice d'entraînement de la future force de l'Union africaine dénommée Force africaine en attente, FAA.
L'exercice qui se déroule dans le désert sud-africain vise à optimiser la vitesse de réaction de la FAA qui devait être capable d'intervenir avec sérénité sur le terrain. Le concept de la force africaine en attente a été créé à Harare en 1997 lorsqu'un moyen fiable de maintenir la paix en Afrique était d'établir des brigades régionales de veille formant la force africaine en attente. Des solutions africaines aux problèmes africains, voici la vision de la création de cette force. Un défi que veulent relever les pays africains. Le défi de la force africaine en attente, c'est la mise en place d'instruments légaux afin d'assurer que la CADC, Communauté de développement d'Afrique australe, la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, ou la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, puissent répondre à l'Union africaine sans tarder. L'idée de création de cette force est née en 1997, un projet devenu réalité dès le début de ces exercices, avec pour objectif majeur de diviser les forces du continent en 5 grandes régions qui assureraient à tour de rôle la sécurité des pays africains. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont organisé une fête sportive pour clore en beauté l'opération Aube Nouvelle. Il s'agit de l'opération de sécurisation du processus électoral. Salif Ouattara. Une journée sportive pour célébrer le bon déroulement de l'opération Aube Nouvelle, opération de sécurisation des élections présidentielles du 25 octobre dernier. Environ 2000 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont arpenté les rues de la commune du Plateau ce lundi 2 novembre. À leur tête, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et le chef d'état-major général des armées, le général Soumaïla Bakayoko. Après le marathon, les forces armées se sont réunies à la place d'armes du camp Gallieni pour des exercices d'étirement. Le général de corps d'armée a fait une démonstration de jeu de ping-pong bien appréciée par les officiers et militaires du rang. Nous rentrons dans une nouvelle aube pour la Côte d'Ivoire, montrer aux populations que nous sommes prêts à remplir nos missions, montrer aux autorités politiques que, comme on l'a dit, l'armée est restée en dehors des débats politiques, montrer à tout le monde que les forces de défense et de sécurité se sont bien comportées vis-à-vis des populations. Nous avons justement voulu organiser ce cross de cohésion pour magnifier justement l'esprit de cohésion qui a prévalu pendant l'opération de sécurisation des élections. Toutes les forces, dans un grand esprit de camaraderie, de fraternité d'âme, dans un grand esprit de cohésion, ont mené ces opérations de bout en bout. Plusieurs disciplines sportives étaient au menu de cette journée, du taekwondo, du volleyball et du maracana, qui prennent l'unité retrouvée dans les rangs des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le Tour du Faso, l'une des plus grandes compétitions cyclistes d'Afrique, a pris le départ vendredi à Ouagadougou. Les craintes d'attaques djihadistes ont amené les organisateurs à mettre un accent particulier sur la sécurité. Alexis Ouedraogo. C'est sous haute surveillance que la 28e édition du Tour du Faso a été lancée en fin de semaine. Édition lancée avec du retard du fait d'attaques djihadistes à quelques kilomètres de la frontière malienne. La présence des autorités à l'entame de ce tour cycliste, toutefois, rassure. On s'est posé bien sûr la question, mais une fois qu'on est arrivé là, on était rassuré parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait rien en tout cas qui était gravissime dans notre entourage. Et si ce n'est qu'aujourd'hui, après l'arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes en uniforme qui rentraient à la caserne et je me suis dit que vraiment on était bien protégés. Donc est-ce qu'il y a de quoi, est-ce que ça justifie d'avoir autant de protection ? J'imagine que oui. Enfin, les autorités ont pris leurs dispositions pour que la course se dispute en toute sécurité. Reporté déjà en 2014 pour des raisons d'épidémie d'Ebola en Sierra Leone et au Libéria, les organisateurs du Tour du Faso ont maintenu l'édition de 2015 malgré les menaces djihadistes. Pour ces premiers jours de course, tout se déroule sans aucun incident. Le Marocain Moussine Moussen est en tête. Prévu pour se tenir sur une dizaine de jours, le Tour du Faso s'achève le 8 novembre prochain. Suspension des actions de désobéissance civile au Congo-Brazzaville. Les deux principales coalitions d'opposition anti-Sassou Nguesso ont annoncé qu'elles suspendent ce mouvement auquel elles avaient appelé au lendemain de la publication des résultats du référendum.
La compagnie russe Metrojet a écarté l'hypothèse de défaillance technique ou d'erreur humaine pour expliquer l'accident de son Airbus A321-200 samedi dans le Sinaï. L'enquête se poursuit pour savoir si l'EI est responsable du crash. L'appareil s'est disloqué en plein vol une vingtaine de minutes après son décollage. Les 224 passagers ont trouvé la mort. 196 corps ont été transférés pour le démarrage du processus d'identification. 2 ans après l'assassinat de 2 journalistes de RFI au Mali, le gouvernement français promet de tout faire pour lever le secret défense qui pèse sur certaines pièces du dossier. Il s'agit de réunir et déclassifier ces documents d'ici la fin de l'année. Cela va contribuer à faire connaître la vérité sur les circonstances de cette affaire. L'économie sud-africaine, bâtie sur l'exploitation minière, connaît des difficultés. Entre les grèves des mineurs non qualifiés et mal payés, les chutes du prix des matières premières et l'épuisement de certaines mines, le modèle économique est à revoir. Situées dans le nord de l'Afrique du Sud, ces mines ont longtemps constitué le socle de l'économie du pays. Pour extraire l'or, le platine et les autres matières premières, l'industrie a longtemps employé une main-d'œuvre non qualifiée et peu chère. Mais avec les grèves, la chute des prix et la nécessité de creuser plus profond, les changements sont devenus inévitables. Nous sommes en plein chamboulement. Les prix des matières premières jouent contre nous, et puis les problèmes structurels de l'industrie, les incertitudes au niveau de la régulation. Aucune compagnie minière ne fait des profits suffisants pour attirer les investisseurs. Donc il n'y a pas le choix, nous devons changer les choses. Nous devons réinventer les mines en Afrique du Sud, surtout les mines souterraines, ce qui signifie moderniser les opérations. Dans la mine de platine de Boesendal, au nord de l'Afrique du Sud, les mineurs n'ont pas à manier de perceuses ou de pelles. Ce sont ces machines qui accomplissent l'essentiel du travail, contrôlées par des opérateurs qualifiés. 1700 employés produisent ici 160 000 onces de platine par an. Dans une mine traditionnelle, il faudrait 6 000 personnes. Pour les entreprises, la mécanisation est beaucoup plus rentable. Mais les syndicats craignent que des dizaines de milliers d'emplois disparaissent, alors que le chômage atteint déjà les 25%. C'est clair que la modernisation détruit des emplois. Quand je suis arrivé dans l'industrie minière il y a 30 ans, les mines sud-africaines employaient environ 500 000 personnes. Aujourd'hui, en partie à cause de la mécanisation, on n'en est même pas à la moitié de ce chiffre, donc ça a contribué à la disparition de beaucoup d'emplois. Beaucoup de mineurs ont dû s'adapter à la modernisation. Marc Collin travaille sous terre depuis 33 ans, dont 10 ans dans une mine mécanisée. Avant, il y avait beaucoup d'argent dans l'industrie, mais ce n'est plus le cas. Les ouvriers doivent être beaucoup plus efficaces. Et la productivité a quasiment doublé depuis que j'ai commencé ma carrière. Parce que les salaires, c'est probablement ce qui coûte le plus cher dans le secteur minier. Les emplois qui ne disparaîtront pas seront plus qualifiés qu'avant, et les mineurs principalement des diplômés en sciences ou en ingénierie. Mais ce sont sans doute les ouvriers les plus pauvres et les moins qualifiés qui paieront le prix de cette évolution. Le procès en appel d'Oscar Pistorius s'est ouvert ce mardi à Bloemfontein en Afrique du Sud. L'ex-champion paralympique a été placé en résidence surveillée il y a 2 semaines après avoir purgé seulement 1 an d'emprisonnement. S'il est 7 fois condamné pour meurtre, il risque de retourner en prison pour 15 années. Et revenons pour finir sur l'information principale de ce journal. Il a prêté serment ce matin. Alassane Ouattara, le président ivoirien réélu, avec plus de 83% des voix, a été investi ce mardi au palais présidentiel d'Abidjan. La grande chancelière l'a fait chef souverain et grand maître des ordres avant de lui remettre les attributs de ses fonctions. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur les www.rti.ci et le prochain journal à 20h sur RTI 1. Très bonne journée à vous tous.